Et salut, nouvelle vidéo, ce coup-ci on va parler cinéma puisque l'année 2021 vient de se terminer et j'ai eu envie de faire une petite rétrospective cinéma. Alors, je vous explique. Je vais prendre uniquement les films sortis en 2021, que ce soit au cinéma et en streaming, et que j'ai vus. On va les passer en revue dans l'ordre chronologique de visionnage, c'est-à-dire qu'il y a certains films qui sont sortis en début d'année que j'ai vus qu'à la fin, donc on les mettra qu'à la fin. Et rapidement, je vais leur donner une note et vous dire en 2-3 phrases pourquoi je mets cette note. Les notes vont de D à S. Alors D, c'est ce que je considère comme un mauvais film, ce que je vous conseille de ne pas voir, très clairement, où il n'y a rien à en tirer. C'est le film, on va dire, moyen de base. À partir de B, on commence à arriver sur des films qui ont vraiment le petit truc en plus, que ce soit niveau scénario ou niveau visuel. Avec la note A, par contre, là on rentre vraiment dans les films que je considère il faut avoir vu, il y en a que quelques-uns et c'est vraiment le top du top. Et enfin, la note S, il y en a qu'un seul et c'est le film de l'année. Pour moi, bien sûr, ça reste un classement tout à fait subjectif. Pour ceux qui ne sont intéressés que par certains films, je vous mets la timeline en description et je mettrai un petit classement à la toute fin, si vous voulez seulement voir le top et le flop. Alors, Covid oblige, les cinémas étant fermés, le premier film qu'on va voir ici, c'est un film qui est sorti en streaming sur HBO Max, le Justice League de Zack Snyder, qui récolte directement un bon petit A. Alors, pourquoi cette note ? Tout simplement parce que je considère que Zack Snyder, c'est l'un des meilleurs réalisateurs en ce qui concerne l'esthétisme, le visuel, et clairement, il y avait des choses que j'avais commencé à voir dans le premier Justice League, la première version, et dans cette version-là, voilà, on a enlevé les trucs qui faisaient un peu trop Marvel, et on reste vraiment dans une continuité sur l'image, beaucoup plus logique au niveau du scénario, ne serait-ce que sur le méchant, c'était Steppenwolf, donc voilà, un peu bizarre, l'image en 4/3 là pour l'IMAX, et voilà, le film fait quand même 4 heures, mais très clairement, c'est vraiment un plaisir que cette version-là soit sortie et je la recommande énormément, même à ceux qui n'ont pas aimé le premier Justice League. Et du coup, c'est vraiment dommage qu'on n'aura pas une suite avec Darkseid et autres parce que l'univers post-apo que ça promettait semblait vraiment énorme. Ensuite, coïncidence ou pas, premier film que j'ai vu au ciné, c'est Wonder Woman 1984, donc un autre film DC Comics, et ce coup-ci, on est sur la note de B. Alors, d'une certaine façon, un peu déçu par ce film, parce que j'avais beaucoup aimé le premier, et forcément, celui-là je le trouvais un peu moins bien, mais voilà, le cadre est totalement changé, donc tout le côté un peu épique de la Première Guerre mondiale, on l'enlève. Par contre, voilà, globalement, on reste sur un bon Wonder Woman, mais peut-être un peu plus classique, effectivement. Le petit truc quand même que j'ai bien aimé, c'est donc, on voit avec la bande-annonce et tout ça, qui joue un peu sur cette nostalgie des années 80, qui a beaucoup ces derniers temps, que c'était la meilleure décennie, etc. Au final, le film se moque pas mal justement de cette période où il en fallait toujours plus, quitte parfois à écraser les autres, quoi. J'ai trouvé ça vraiment drôle, le côté où on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut le plus au monde, il va répondre une Porsche, des bijoux, voilà. Donc le fait que le film se moque un peu de ce côté matérialiste des années 80 qui du coup est mis en contradiction avec Wonder Woman qui est justement une espèce de représentation de déesse de l'humanité, j'ai trouvé ça vraiment bien. On enchaîne avec Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, le train de l'infini, donc un film qui est la suite de la saison 1 de l'anime Demon Slayer, donc n'allez pas voir ce film si vous n'avez pas déjà vu la saison 1. Pour ma part, pour la série, de ce que j'en avais pensé de base, en fait je trouve le scénario de cet anime extrêmement classique, c'est un pur shonen. Par contre, ce que ça apporte en plus, c'est forcément une animation vraiment exceptionnelle, sublime, des super musiques, et du coup,
pour ce film, on retrouve à peu près ça. On a une grosse première partie, voilà, avec un scénario basique, mais classique, qui fonctionne, voilà, on s'ennuie pas, c'est pas stupide, il n'y a pas d'incohérence, en tout cas par rapport à ce qu'on peut attendre d'un animé. Mais voilà, les combats sont tout de suite, il y a un petit plus, et on rentre sur une deuxième partie beaucoup plus spectaculaire, qui donne ce petit B+, pour le film, justement, parce que voilà, il faut dire ce qu'il est, la deuxième partie du film, elle arrache quoi, elle est absolument géniale, et la note du film aurait été beaucoup plus élevée si, voilà, au niveau scénario, on montait un peu d'un cran, mais on peut comprendre, voilà, c'est un film destiné quand même aux adolescents, c'est normal. Adieu les cons. Alors, le film, effectivement, est sorti en 2020, mais c'était une semaine et demie avant le reconfinement, et il a eu droit à une deuxième sortie en 2021, c'est pour ça que je le mets là. Et comme vous le voyez avec la note de C+, je ne suis pas rentré dans le film, et j'avoue que je me déçois moi-même, parce que j'aime beaucoup le cinéma de Dupontel, mais là, vraiment, j'ai pas réussi, quoi. Virginie Efira, j'ai eu du mal. Tout le truc sur pour condamner la violence policière et tout ça, j'ai trouvé que c'était un peu gros, quand même. Même quand Nicolas Marié arrive dans le film, là, avec son personnage d'aveugle, je l'avais beaucoup aimé dans Le Vilain, il m'avait beaucoup fait rire, je me suis dit, ah, ça y est. Et non, j'y suis pas arrivé, quoi. Donc, je mets cette note-là, parce que forcément, je peux pas mettre plus parce que j'ai pas plus apprécié le film, mais bizarrement j'ai quand même envie de vous dire d'aller voir le film, enfin de le regarder, parce que ça reste un film de Dupontel, quoi, un film à part. Alors pour José le tigre et les poissons, c'est très simple, avant de revoir la bande-annonce, je ne me souvenais pas de quoi parlait le film, donc ça va être rapide. Tout ce que je me souviens à peu près, c'est que c'était quand même plein de clichés, ce film. Et si vous voulez voir un animé qui parle de handicap, allez plutôt revoir The Silent Boss, sorti en 2019. On retourne en streaming, et toujours avec Zack Snyder, mais ce coup-ci sur Netflix, avec Army of the Dead. Alors, si j'avais dû juger uniquement le scénario, clairement la note serait moins bonne. L'histoire est extrêmement classique, on arrive à savoir à l'avance ce qui va se passer une fois qu'on a une certaine mise en place, mais voilà, il y a quand même Zack Snyder qui arrive à faire en sorte que des zombies soient super classe. D'un point de vue de l'image, c'est vraiment très beau à regarder, et c'est pour moi ce qui sauve le film, ce qui lui donne cette note-là. Et on arrive à la première catastrophe de l'année, le premier foutage de gueule, très clairement, le retour du combo Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich sur une licence de jeu vidéo, Monster Hunter. Voilà, il ne fallait pas faire ce film, très clairement. Ça me fait mal de voir Tony Jaa essayer de faire des scènes avec Mila Jovovich, c'est du grand n'importe quoi. Bon, les scènes d'action, à la limite, pourquoi pas, mais on en a tellement rien à faire. Le film, pour vous dire, le film n'a même pas de fin. Mais c'est même pas genre une espèce de truc de fin ouverte. Non, le film s'arrête avant le combat final. C'est juste n'importe quoi. Pitié, regardez Red avec Tony Jaa. Voilà, ne regardez pas Monster Hunter. Bon, on va parler d'un bon film, d'un très bon film, même Sans un bruit 2. Alors, j'avais beaucoup aimé le 1 déjà, alors que je n'aime pas les films d'horreur de base, parce que le plus souvent, les films d'horreur que je vois, soit ça repose sur du jumpscare à tout va, soit c'est ultra gore, et à part me donner envie de vomir, ça fait pas grand chose, quoi. Donc, quand Sans un bruit 1 et 2 arrivent et proposent vraiment un film qui repose sur la tension, une espèce d'équilibre constant, tout de suite ça me plaît, ça m'accroche, et je trouve ça beaucoup plus agréable à regarder. Alors, pour ce 2, j'avais peur qu'on tombe sur un truc à une espèce de Walking Dead quand j'ai vu la bande-annonce, où, en gros, on laisse un peu les monstres de côté qui sont faciles à tuer, un peu comme les zombies au bout d'un moment, et qu'on se concentre sur le fait que
l'homme est un loup pour l'homme, enfin ce genre de truc, mais pas du tout, enfin un petit peu. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette suite, c'est que justement, ça reprend les bonnes idées du 1, ça met quelques ajouts en plus, mais sans dénaturer le premier film. On est vraiment sur une très bonne suite. Donc si vous avez aimé le 1, allez voir Sans un bruit 2. Avec ce film, il va vraiment falloir que j'admette que j'aime beaucoup ce que fait Guy Ritchie. Ça a commencé doucement avec Sherlock Holmes, puis il y a eu Le Roi Arthur, qui m'a mis une claque visuelle et sonore, The Gentleman l'année dernière, et maintenant Un homme en colère, en 2021, et ce film est génial. Du coup, je me dis qu'il faudrait vraiment que je me pose un moment pour voir ces anciens films que je n'ai toujours pas vus. Je pense que ça vaudrait le coup. Mais, pour revenir à ce qui nous intéresse, Un homme en colère, c'est un remake. Un remake du film français Le Convoyeur de 2003, que vous connaissez peut-être, il y avait Albert Dupontel dedans, et c'était aussi le premier film sérieux, entre guillemets, de Jean Dujardin. Donc vous prenez ce film français, histoire de vengeance et d'enquête, vous le boostez un peu avec un Jason Statham et une réalisation à la Guy Ritchie, et vous avez Un homme en colère. J'aurais beaucoup de mal à vous décrire exactement le film, ce que j'ai aimé surtout dans le film, parce que c'est vraiment un style particulier où j'aurais pas les mots, très clairement. Mais voilà, sachez juste que le film a été vendu comme un nouveau film d'action avec Jason Statham. C'est beaucoup plus que ça. Voilà, regardez-le, ça va forcément vous plaire. 10e film de cette rétrospective, Mortal Kombat. Alors, objectivement, le film n'est pas bon, même si, forcément, il est meilleur que l'ancien film Mortal Kombat que je me regardais en boucle quand j'étais ado et que j'ai revu plus tard et où ça fait mal, quoi. Mais, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un petit plus sur la note parce que, déjà, le film a ce potentiel de un peu série B, nanar, qui peut être assez sympa. Regardez ce petit, on va dire, plaisir coupable quand même, surtout si on se remémore nos anciennes parties ou l'ancien film et tout. Et puis, il y a ce petit truc où, à certains moments du film, j'ai vraiment l'impression que des gens ont essayé de faire des choses bien. Vraiment. Du coup, voilà, ils ont pas réussi ou tout s'embrique pas bien, mais il y a 2-3 trucs dans le film où tu te dis, au moins ils ont essayé de rendre un hommage, de s'inspirer un peu plus du jeu vidéo, de faire un bon film d'action, rien que par rapport à la présence d'Hiroyuki Sanada. D'ailleurs, le film commence avec lui dans une scène du Japon médiéval qui est vraiment bien, que j'ai vraiment bien aimé. Je me suis dit, c'est cool, ça va être un bon film. Et puis, ça retombe petit à petit dans ses travers. Mais voilà, j'ai mis un petit plus parce que je pense que de tous les films que j'ai notés dès cette année, si je devais en revoir qu'un seul, ça serait celui-là. Ensuite, on passe à Black Widow, beaucoup plus simple à présenter, voilà, c'est un film Marvel. Le film n'a pas lieu d'exister, outre le fait de dire, voilà, on a fait un film avec Scarlett Johansson en tête d'affiche. Il n'apporte rien, il n'est pas mauvais, parce qu'il y a toujours ce mélange d'action, d'humour, qui fonctionne. C'est une recette qui fonctionne depuis très longtemps maintenant, et voilà, vous le regardez, vous passez, on va dire, un moment agréable, sans prise de tête, mais c'est tout, on passe. Bloody Milkshake, petite surprise, petit film d'action sorti cet été avec un scénario assez simple et ce côté les femmes contre les méchants mafieux, mais ça fonctionne et surtout ce qu'on demande à un film d'action, c'est de nous en mettre plein la vue, que les scènes de combat soit lisible et ça remplit totalement le contrat avec en petit bonus ce côté très coloré. Donc sans être exceptionnel, ça reste un bon divertissement. Je mettrai un petit bémol sur le rôle du mentor joué par Paul Giamatti. J'aurais bien aimé qu'il y ait un côté un peu plus ambigu, qu'on voit un peu plus son attachement à l'héroïne, un peu comme le personnage qui était joué par Kevin Spacey dans Baby Driver. Voilà, j'aurais trouvé ça sympa, mais ce n'est absolument pas ça qui m'a gâché le film. Ah, Kaamelott, le film en France où tout le monde
à sa sortie, a eu un avis extrêmement tranché dessus. Pour ma part, pour vous situer le contexte, à l'époque de la série, en fait, je regardais encore la télé, je regardais M6, et j'ai vu beaucoup de fois Kaamelott, surtout avec les rediffusions, les DVD, etc. J'en suis pas au point de connaître toutes les répliques par cœur, mais ça reste une série chère à mon cœur, et j'attendais forcément avec impatience le film qu'on attendait depuis si longtemps. Et bah, j'ai pas été déçu. Beaucoup, je pense, l'ont été parce qu'ils attendaient énormément, mais au final, le film reprend totalement l'esprit de la série. Il y a toujours cette alchimie entre les acteurs, entre les personnages, les textes sont super bien écrits, c'est astier quoi, et en plus, il y a cette volonté, on voit, d'apporter quelque chose en plus au niveau de la direction artistique. Et puis tiens, allez, pour ajouter un petit caillou sur tout ce qui a été dit sur le film, un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il y a un personnage qui arrive, on a l'impression qu'il va être extrêmement important pour tout le reste du film, et pourtant, au bout de 10 minutes, on le revoit plus. C'est un truc tout con, mais ça montre à quel point, pour Astier, un personnage est un personnage comme les autres. Il fait avancer l'histoire, il a le même traitement que les autres personnages. Là où on nous a habitués dans tous les autres films, les premiers rôles ils sont filmés d'une certaine façon, les seconds rôles d'une autre, les méchants d'une autre, etc., etc. Au point que dans certains films, quand on veut nous faire une révélation comme quoi un personnage était en fait autre chose qu'on pensait, et en fait on l'avait vu à l'avance parce que le traitement qu'il y avait eu de ce personnage était prévisible. Voilà, Alexandre Astier a une façon de raconter les histoires, de les filmer, et c'est une façon que j'apprécie et que je retrouve dans ce film. Bon, très très simple. Si en 2021, il y avait un blockbuster, un film de super-héros grand spectacle à voir au cinéma, c'était The Suicide Squad. Allez, histoire de dire un point négatif sur le film avant de l'encenser, je n'ai pas aimé quand James Gunn, en fait, tue certains personnages pour le comique de situation, et où au final ça nous prend tellement à contre-pied que ça crée comme une incohérence dans la logique du film. Mais alors, sinon, pour tout le reste, de l'action extrêmement bien maîtrisée, le film est drôle, beau visuellement, la bande-son est de qualité et bien utilisée, et en plus, Harley Quinn, qui est un personnage que j'adore dans les DC Comics, dont j'avais aimé l'interprétation de Margot Robbie déjà dans le premier Suicide Squad, et là elle est encore plus mise en valeur, donc forcément, que du bon. Je me suis toujours pas acheté le Blu-ray d'ailleurs, il va falloir que je remédie à ça. Bon, on va pas se le cacher, je pense pas vraiment être la cible de Free Guy. Très clairement, le film semble avoir été fait uniquement pour les pré-ados qui jouent à Fortnite, mais il y a quand même un truc que je comprends pas. Le film passe son temps à glorifier le jeu, les joueurs, et on s'aperçoit assez rapidement que le sous-texte derrière, c'est pour dire que les joueurs c'est des pigeons parce que les éditeurs essayent surtout de leur soutirer un maximum d'argent, que les streamers sont cette espèce de cliché de vieil ado préadulte qui vit encore chez leurs parents, et que tuer des gens dans les jeux vidéo, c'est pas bien. Alors j'avais déjà eu ce souci sur Ready Player One, qui avait cette façon de glorifier énormément le jeu vidéo, la pop culture, la culture geek surtout, pour au final te dire « Ouais, mais en fait, les vraies relations sociales, c'est quand même mieux ». Alors, autant sur Ready Player One, c'était peut-être une petite maladresse, ou on va dire moi qui suis interprète, un truc de ce genre-là, autant sur Free Guy, ça sent vraiment l'hypocrisie, quoi. Parce que c'est pas juste des petits moments cool au début, et ensuite le film bascule dans une espèce de critique ou de satire ou autre. Non, tout le long du film, il y a des moments qui vous disent « Les Battle Royale, c'est cool !» Notre film, il est cool. Donc je sais pas, soit ils ont essayé de viser à la fois les jeunes joueurs et leur maman qui aiment pas ça, soit il y a un scénariste qui a essayé de faire une critique, mais au final ça a été noyé par les idées du producteur ou du marketing qui était là pour faire de la thune, on va dire, et on se retrouve avec ce film que je trouve bancal. Alors encore une fois, je suis pas la cible, Ryan Reynolds joue très bien, bon voilà, il y a l'action, l'humour et tout ça, mais tout ce qui est fait dans le film, pour moi, n'a pas de sens, donc du coup, j'ai pas du tout réussi à être dedans. Réminiscence. Alors,
un peu déçu, je vais dire. J'avoue que la bande-annonce m'avait donné vraiment très très envie. Et au final, le film est un bon film d'enquête dans cet univers un peu futuriste d'anticipation. Mais voilà, le côté justement anticipation, j'aurais aimé un petit peu plus. De la part des scénaristes de Westworld, qui est une série que j'adore, pareil, j'attendais un petit peu plus. Je retiens quand même, de très bons acteurs, un très bon film d'ambiance. La scène dans cette espèce de bar là avec Saint-Joe que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, il y a de très bonnes choses dans ce film et tout ça, mais je pense que je suis peut-être biaisé parce que j'ai été trop hypé, tout simplement. C'est malheureusement des choses qui arrivent C'est difficile d'arriver devant un film et de vraiment pas avoir d'attente et de juste en profiter. Mais ça n'empêche que je recommande quand même plus de regarder Réminiscence qu'un film de super-héros standard qui est sorti cette année. Mais quelle magnifique transition! Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que ce que j'ai déjà dit sur Black Widow? Donc voilà, il y a les scènes d'action, il y a l'humour, la recette fonctionne, etc. Voilà, je dirais juste que Marvel a été un peu maladroit parce qu'ils ont dit que c'était une espèce d'hommage au vieux film de Kung Fu de Jackie Chan notamment. Alors déjà, l'hommage il est seulement, on va dire, dans les scènes du début, les scènes d'action du début, parce qu'ensuite ça devient du pur Marvel. Et le truc avec les vieux films de Kung Fu, ce qui était impressionnant chez Jackie Chan, c'est qu'il faisait absolument toutes les scènes d'action et qu'il n'y avait pas de 3D. Parce que quand on a cette fameuse scène dans le bus qu'on voit dans la bande-annonce avec le héros qui justement se faufile dans le bus entre les bars, etc. Si on met de la 3D là-dessus, si on voit que soit le décor est en 3D, soit l'acteur carrément est en 3D, ça gâche tout le truc, ça sert plus à rien. Donc au final, un film pas intéressant que j'ai failli oublier dans cette liste, j'avais oublié que je l'avais vu, carrément. Bon, alors pareil que pour Kaamelott, ce film-là, on en a beaucoup parlé, il a été énormément apprécié, j'ai été étonné, parce que c'est quand même pas un film qui rentre, on va dire, dans les standards grand public actuels, et il y a beaucoup de gens qui d'habitude justement ne regardent que des blockbusters, qui ont beaucoup apprécié ce film, et ça me fait plaisir. J'aime beaucoup ce que fait Denis Villeneuve, forcément d'un point de vue visuel, c'est quand même assez incroyable ce qu'il fait, notamment pour la science-fiction globale au cinéma. Voilà, moi j'ai découvert d'une traite sur mon Amiga 2000 sur le jeu à l'époque, j'ai vu les différentes adaptations, les 2 adaptations, plus le documentaire sur Jodorowsky, et j'aime beaucoup cette version-là, vraiment, même ce qui a pu être reproché, le côté architecture brutaliste, je trouve que ça rend vraiment bien, la musique de Hans Zimmer, j'ai totalement accroché, et puis tout le reste de la patte visuelle habituelle de Denis Villeneuve, voilà, même quand on connaît l'histoire, c'est incroyable. Il y a une chose qui a empêché ce film d'être mon film de l'année, c'est la dernière demi-heure. C'est bête, mais on va dire, la bataille se finit, voilà, j'en dis pas plus, et on sent qu'on rentre dans un nouvel arc, on rentre dans le début de ce que va être le deuxième film, mais en même temps, comme on sait qu'on va pas avoir toute l'histoire, que ça va s'arrêter à un moment, j'arrivais pas à être dedans sur la fin du film, et je trouve ça dommage que cette fin m'a un peu gâché le truc, mais le reste est tellement magnifique, il faut avoir vu ce film, c'est obligé. Alors, Stillwater, c'est un peu l'inverse de Réminiscence. En fait, je suis allé le voir, je m'attendais quand même à m'emmerder pas mal, mais j'avais envie de voir Matt Damon qui joue un beauf américain à Marseille, juste pour savoir ce qu'ils avaient fait avec ça, j'avais envie d'aller le voir ce film. Et au final, même si le film reste, c'est cette espèce de film, je savais pas qu'ils les faisaient encore d'ailleurs, ces films qu'on sent formatés vraiment pour essayer de récupérer des Oscars. Ça fait un peu bizarre, je saurais pas comment l'expliquer, mais voilà, il y a ce côté, il faut montrer les acteurs qui fassent telle et telle scène, des choses assez précises dans le scénario pour ça, mais au final, il y a quelques bonnes surprises dans ce film. Tout n'est clairement pas parfait, voilà, mais je trouve qu'il y a des scènes qui fonctionnent très bien, avec Matt Damon qui s'en sort très bien aussi, donc
plutôt content au final, même si c'est pas le film que je recommanderais absolument. Clairement, avec Prometheus et Alien Covenant, j'avais un peu perdu espoir en Ridley Scott. J'avoue que le Gladiator 2 qui s'annonce me fait un peu peur, hein. On va pas se le cacher, mais quand j'ai vu juste 2 images de la bande-annonce, quand on voit l'arène et juste très vite fait le duel en question, j'ai su qu'il fallait que j'aille voir ce film. Et je n'ai pas été déçu. Visuellement, on retrouve vraiment ce côté Gladiator, Kingdom of Heaven, que j'apprécie énormément. Ensuite, forcément, j'ai été un peu surpris quand je me suis rendu compte que le dernier duel de l'histoire, ça partait à la base d'une histoire de viol, et donc du coup, il y a tout un tas d'échos par rapport à l'actualité, et le film a beaucoup fait parler autour de ça. Bon, on a pas mal reproché à Ridley Scott d'en faire trop, mais en fait, le sujet est tellement casse-gueule que s'il en avait fait moins, on lui aurait aussi reproché. Moi, perso, ça m'a pas dérangé, et je dirais même que Ridley Scott a réussi à trouver la bonne tonalité. Et de toute façon, ce qui est surtout intéressant dans ce film, c'est la façon dont sont montrés les différents points de vue. Il y a une espèce de jeu sur ça, sur les 3 acteurs principaux, et c'est génial parce que ça permet d'apporter une nuance dans le jeu d'acteurs, dans les scènes, en fonction du point de vue. Et là, ça permet de montrer toute la qualité du jeu d'acteur. Adam Driver fait très bien ça, où il change petit à petit tout le long du film. C'est vraiment bien. Donc voilà, regardez le dernier duel, faites-vous un avis. Je pense avoir vu quasiment tous les James Bond, étant donné que mon père est un grand fan de la série et qu'il avait sa collection qu'il nous remettait régulièrement. Et je peux dire que ce James Bond-là se situe dans la moyenne. Le principal problème, c'est que je pense que l'histoire retiendra que le James Bond de Daniel Craig, c'est Skyfall. Et du coup, tout ce qui est à côté, ça fait un peu fade, hein, forcément. À cela s'ajoute le rôle de Léa Seydoux. Alors, j'ai rien contre elle, j'ai un problème en fait avec la façon dont les Américains prennent une actrice française uniquement pour lui faire jouer ce rôle cliché, limite parisienne, qui est pas intéressant, tout simplement. À côté de ça, je sais qu'il y en a beaucoup, par contre, qui se sont un peu déchaînés sur Rami Malek. Très clairement, c'est pas l'acteur le problème, il joue très bien, il y a pas de souci, c'est juste que son rôle est sous-exploité. Ça aurait pu être un très bon méchant, mais on le voit quasiment pas et il fait pas grand-chose à la fin. Ensuite, quand même, le film, qui est le dernier de Daniel Craig, voulait rendre un peu hommage à l'acteur, et il y a ce côté-là qui fonctionne très bien. Donc si vous aimez Daniel Craig en James Bond, regardez-le quand même, ça vaut le coup. The French Dispatch, nouveau film de Wes Anderson, et qu'est-ce que c'est agréable à regarder. Comme vous le voyez un peu sur la bande-annonce, en fait, chaque plan quasiment est construit comme un tableau, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui est extrêmement bien maîtrisé quand même, donc je ne peux qu'apprécier. Si on ajoute à ça le fait que le film est vraiment fluide, ce découpage en 3 parties, même si j'ai un peu moins apprécié la deuxième, mais le film finit en apothéose et j'ai vraiment passé un bon moment. Alors, on est au 23e film de cette liste et je pense que vous avez peut-être remarqué que le cinéma français, c'est pas trop mon truc. Mais de temps en temps, comme ça, il y a des petites pépites qui sortent de l'ordinaire. Et Barbac en fait partie. J'aime beaucoup ce genre de film, ce genre de comédie, vraiment what the fuck, où il y a un moment, ça bascule, ça va trop loin, et en même temps, il y a comme une sorte de cohérence dans toute cette folie. D'ailleurs, là où j'ai été étonné, c'est que Barbac réussit à avoir ce petit côté sérieux. On parle quand même de bouchers qui tuent des véganes pour les manger, les vendre, le truc complètement dingue, mais dans les personnages, Fabrice Eboué et Marina Foïs, il y a ce questionnement sur justement jusqu'où on pourrait aller si on dépassait cette limite, est-ce qu'on pourra en dépasser une autre pour vraiment aller dans du gore, le moment où la comédie de gentil meurtrier sympathique devient malaisant. Donc, même si vous aimez pas le cinéma français, les comédies françaises, je vous conseille Barbac. C'est quand même dingue, parce que beaucoup de gens se plaignent que les Marvel c'est toujours la même chose,
Et quand il y a un film Marvel qui essaye de juste modifier 2-3 trucs, d'apporter 2-3 petites choses à la recette, il se fait encore plus défoncer. Les Éternels, c'est très simple, c'est un film qui reprend tout ce qui fait le succès des Marvel en essayant d'apporter quelques questions un peu philosophiques, on va dire, quelques questions sur l'humanité, sur ce qu'on a fait depuis quelques siècles, sur notre place dans l'univers, aussi essayer d'apporter peut-être quelques personnages un peu différents, ou en tout cas de les développer un petit peu plus que d'habitude, et ça a pas plu. Alors que je suis sûr qu'il serait sorti il y a quelques années, il aurait été encensé ce film, j'en suis certain. Alors que pourtant, il y a pas mal de défauts, enfin les défauts habituels, les déviants de la bande-annonce ne servent à rien, à part ponctuer des petites scènes d'action par-ci par-là. Je parlais des personnages qui étaient un peu plus développés, ça reste quand même des archétypes qu'on a l'habitude de voir, il y a certaines incohérences dans le film, des choses prévisibles comme d'habitude, mais ça n'empêche que je pense que c'est le meilleur Marvel sorti cette année. Rien que par rapport à son visuel et à sa réalisation. Sérieusement, quand Netflix va chercher 3 grosses stars du moment, on se dit qu'ils vont mettre les moyens pour faire un bon film autour de ces 3 personnes. Et non, pas du tout. Déjà, pour les 3 acteurs en question, alors je peux même pas leur jeter la pierre parce que je suis sûr qu'on leur dit faites comme vous faites d'habitude dans les autres films, et clairement c'est ça, mais en moins bien. Gal Gadot c'est Wonder Woman en moins bien, Ryan Reynolds pareil, il était mieux dans Free Guy, hein, chose incroyable. Enfin bref, voilà. Mais surtout autour de ça, l'histoire a pas de sens, payez-vous un scénariste quoi, un vrai. Il y a les effets spéciaux, bon alors la 3D dégueulasse, on commence à être habitué, mais là c'est un peu chaud quand même. Et merde, il y a une scène à la fin en Argentine, vous pouviez pas y aller, même ne serait-ce qu'aller au Mexique, j'en sais rien, mais pas tourner ça en studio avec une jungle en plastique quoi. Sérieusement, il y a un moment où Ryan Reynolds sort d'une espèce de bassin d'eau, on croirait qu'il sort d'une piscine de Center Parks. Non et franchement quoi. Donc vu que la promesse de dépaysement du film n'est absolument pas là, que les acteurs ou toute la pub est fait autour, font la même chose que d'habitude en moins bien, le film a aucun intérêt, tout simplement. Si vous voulez voir une série d'escrocs sur Netflix, regardez l'animé Great Pretender, et ça sera beaucoup mieux. Bon, je me suis fait bait un petit peu, là aussi je me suis fait avoir. Dernier duel de Ridley Scott avec Adam Driver était bien. House of Gucci avec le même réalisateur et le même acteur, ça pouvait être sympa. Alors que d'habitude, les biopics, je vais pas vraiment voir ça parce que je trouve pas ça intéressant de juste voir la vie comme ça de personnes qui sont en gros lambda, à part juste qu'elles sont riches et célèbres. Mais sinon, voilà, l'histoire d'un couple qui vit au début d'amour et d'eau fraîche, et puis finalement il y a l'argent qui va intervenir, va casser un peu tout ça, enfin c'est classique, et puis il n'y a pas besoin d'aller au cinéma pour voir ce genre de choses en plus. Si en plus on ajoute au fait que souvent les biopics américains, la vérité vraie, c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus dans le film. Voilà, ça va être plus une démonstration de jeu d'acteur. Et là, effectivement, oui, Lady Gaga aura peut-être son Oscar, j'en sais rien. Je m'en fous un peu, en fait, c'est pas ça, quoi. J'ai rajouté un petit plus à la note, parce que, donc, le film se finit, le générique commence, et là, je vois marqué en gros, Jared Leto. Et je me dis, merde, je l'ai pas vu, alors que, a priori, c'était l'un des rôles principaux. Et de voir que Jared Leto, en fait, jouait le Paolo chauve et tout ça, je me dis merde. Pour le coup, je trouvais ça incroyable quoi. Donc il y a juste ce petit truc que au final je trouve sympa, mais voilà, sinon le reste du film on s'en fout un peu. On enchaîne avec un film dont je vois pas pourquoi il existe en fait, à quel moment les gars se sont dit, après cet film, voilà, un peu nanar et tout ça, mais bon, qui réussissait un peu, qui était rentable, on va refaire un remake, on va rebooter tout ça, mais en reprenant les mêmes personnes, le même producteur. Pourquoi ? À quel moment ils se sont dit, ça va être beaucoup mieux ? Donc le film reprend exactement les mêmes défauts que sur les autres Resident Evil. Au début, il essaye de mettre une espèce d'ambiance un peu horrifique qui fait plus marrer qu'autre chose. Je me suis vraiment marré dans la salle. Et après, ça part sur une espèce un peu de truc d'action, d'horreur, mais
mais pas tant que ça, avec même des tentatives d'humour qui tombent totalement à côté, enfin... Alors ouais, c'est cool, hein, ils ont repris le décor de l'entrée du commissariat de Resident Evil 2, l'entrée du manoir du premier jeu, et il y a Lisa qui est là, même si on connaît absolument pas sa vraie histoire, hein, alors que c'est un personnage super important et super bien écrit dans les jeux. Enfin bref, comme d'habitude, on dirait qu'ils avaient un scénar, et qu'ils ont pioché par-ci par-là dans le jeu pour faire croire que c'était une adaptation, mais alors que pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, donc non, aucun intérêt. The Green Knight. Très très compliqué pour moi de noter ce film parce que beaucoup de sentiments contradictoires en voyant ce film et à la fin, quand j'essaie de me poser, d'essayer de comprendre ce que j'avais vu. En fait, le film commence et petit à petit je me dis « Putain, qu'est-ce qu'il est beau ce film !» Et le film continue, et je me dis « Putain, qu'est-ce qu'il est chiant ce film !» Et c'est tout le problème. C'est vraiment tout le problème. En fait, voilà, j'étais pas la cible de Free Guy, et d'un côté totalement inverse, je pense pas être la cible de The Green Knight. C'est vraiment très bizarre, comme si une personne vous récitait un poème, les mots sont super jolis, vont super bien entre eux, mais il le fait dans une langue étrangère. Du coup, vous ne comprenez absolument pas ce qu'il dit, et au bout d'un moment, ça devient chiant, quoi. C'est vraiment ça. Donc, d'une certaine façon, j'ai pas envie d'en vouloir au film, parce que j'ai vraiment l'impression, voilà, le réalisateur pose des symboles, des choses que je ne comprends pas, j'ai pas le niveau de lecture pour comprendre ce film. Il y a un moment, le personnage se retrouve dans un château avec un noble qui est chasseur et puis sa femme. Il se passe des trucs, c'est pas non plus juste contemplatif. Mais je ne comprends pas l'intérêt des scènes, je vois pas à quoi ça sert. Donc, pour conclure, mon sentiment général, c'est que je suis content d'avoir vu ce film, parce qu'il y a vraiment des moments où je suis resté sur le cul, quoi. Mais je sais que j'ai absolument pas envie de le revoir. Ah, Neil Blomkamp, ce réalisateur qui a fait cet incroyable film qui est District 9, et qui depuis n'a fait que décevoir globalement, et ça fait mal, et qui se retrouve à faire ce film démonique, un film d'horreur technologique. Alors forcément, si on regarde par rapport à l'historique du gars, que c'est son 4e film, on peut être que déçu. Mais, je sais pas, ce film, il a cette espèce de truc comme si c'était un premier film. Il a des maladresses, comme si c'était un premier film. Et surtout, il transpire le manque de budget, quoi. C'est un truc incroyable. Du coup, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'être un peu bienveillant avec. Alors, il est blindé de défauts, justement. Comme pour un premier film, il va avoir justement des qualités qui sont contrebalancées par des défauts. La direction artistique dans l'espèce d'univers virtuel m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça très bien, et en même temps dans le réel, les scènes sont filmées presque comme un téléfilm, à part les passages de rêve, mais bon ça je mets de côté, enfin les entretiens et tout ça, c'est assez bizarre, ça fait pas non plus documentaire, il y a vraiment un souci entre les deux. Il y a des scènes où l'actrice est vraiment bien, l'actrice principale, et d'autres où les acteurs... Enfin, je sais pas s'ils jouent comme des pieds ou si ils croient tellement pas au scénario que du coup ça se ressent dans leur jeu, c'est assez chaotique quoi. Donc, voilà, le film se retrouve dans cette espèce d'entre-deux, et au final, à vous un peu de choisir si vous voulez être bienveillant envers un réalisateur qui a de bonnes idées mais qui a l'air de galérer pour pouvoir les mettre en œuvre, ou si vous voulez juste voir un film du niveau de District 9, et dans ce cas-là, passez votre chemin. Bon, ça fait quelques semaines que Spider-Man No Way Home est sorti, et il est en train d'exploser tous les records, et je ne comprends absolument pas pourquoi. Alors, très clairement, c'est pas un mauvais film, j'ai bien aimé le film, je suis allé le voir, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais il a tous les défauts habituels des Marvel, un peu incohérent, enfin, le sort qui pète tout le multivers, enfin, voilà, ils ont sorti ça d'un chapeau, hein, au niveau scénaristique, c'est quand même assez chaud. Juste sur l'histoire du multivers, justement, Spider-Man New Generation, le film d'animation, je trouve, faisait mieux, mais
Et je dois bien l'avouer, c'est aussi ce qui m'a plu. Ce côté justement nostalgie de revoir les anciens personnages des anciens films, c'est très cool. Ça a été très bien fait, ils ont mis tout l'accent là-dessus de toute façon, et ils se sont pas gourés. Au point, le truc assez incroyable, j'ai pas aimé les films Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et tout ça. Et pourtant, leur histoire dans ce film-là, j'ai réussi à accrocher, j'étais content, comme si j'avais aimé les anciens films alors que pas du tout. Très bizarre. Mais globalement, d'un pur point de vue cinéma, je vois pas pourquoi ce film pète des records et que tout le monde a défoncé les Éternels. Je vois pas tant de différence que ça entre les deux. Ah, Matrix 4. On va s'attarder un petit peu sur ce film parce que je suis un très très gros fan de la première trilogie, mais vraiment, le premier c'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois, et forcément, quand le Matrix 4 a été annoncé, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur, surtout en plus quand ils ont dit qu'ils allaient faire revenir Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Je suis oula. Bon, mais j'ai essayé d'aller voir ce film avec le moins de préjugés possible, mais forcément j'avais certaines attentes. Alors, pour commencer, la partie, on va dire, un peu méta, le fait que dans le film, la trilogie Matrix existe sous forme de jeu vidéo et que du coup, ils veulent faire un 4e jeu qui fait écho au 4e film et tout ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Justement, juste après avoir vu Spider-Man qui nous enfonce une Madeleine de Proust au fond de la gorge et qu'on adore ça, du coup, avoir un film qui te dit, bon... Qu'est-ce que c'est qu'une bonne suite? Pourquoi en faire une? C'était quoi les Matrix exactement pour chacun? Qu'est-ce que vous y voyez? Et quel intérêt de faire cette suite-là? C'est agréable de voir ça, c'est agréable de voir un film qui pousse le spectateur à se poser certaines questions. Même si, d'une certaine façon, ça peut être vu comme un aveu d'échec. Globalement, la trilogie Matrix avait révolutionné le cinéma d'action. Je pense qu'avec le recul, on peut dire ça, et se dire, si on fait un 4e film, on pourra pas faire mieux. Donc du coup, on va parler de la façon de pourquoi on peut pas faire mieux. Même si c'est bien fait, ça donne un peu cette impression quand même. Mais en même temps, aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que sur certains points, le film remet en cause peut-être certaines choses qui ont été un peu glorifiées sur la première trilogie, donc c'est plutôt cool. Mais, voilà, on arrive au gros mais. Quand je dis que j'avais des attentes par rapport à ce film, c'est que les Matrix, en termes d'action, c'est quelque chose à part. C'est pas quelque chose de lambda. Et au niveau des pures scènes de combat, etc., on reste pas mal sur ce qui se fait actuellement, globalement. Oui, il y a la scène finale qui est très sympa, mais pour moi, c'est pas suffisant. Tout le long du film, on enchaîne quand même les scènes d'action qui sont un peu bateaux. Dans la bande-annonce, on voit une scène qui se passe dans un train au Japon et tout ça. Alors, il faudrait que je revoie Wolverine au pays des samouraïs, là, je me souviens plus du titre, mais globalement, j'ai pas l'impression que cette scène dans Matrix apporte plus de choses. C'est très méchant ce que je dis, mais globalement, voilà. Et tout ce qui fait référence au premier film, aux 3 premiers films, c'est moins bien. La première scène qui commence par une espèce de redite de la première scène de Matrix, c'est la même, en moins bien. Quand on revoit les exilés, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont des personnages du 2e film, ils sont beaucoup moins bien que dans le 2e, et pareil pour l'espèce d'ersatz d'architectes, d'agents et de Morpheus. C'est la même chose, il y a beaucoup de choses qui sont reprises, mais pas avec la même qualité. Alors, au final, si je suis si déçu que ça, pourquoi il n'a pas une note plus basse? Tout simplement parce que, d'un point de vue objectif, si je me pose, si je prends un peu de recul, ça reste un bon film d'action dans les standards actuels, donc je peux pas lui mettre moins que ce que j'ai mis, par exemple, à Spider-Man, tout simplement. Et puis, j'ai ce truc aussi où je me dis que il faudrait peut-être que je le revoie, en fait. Peut-être que, justement, si je me pose un peu, que je le regarde à nouveau, comme pour les autres Matrix d'ailleurs, il y a des subtilités que j'ai pas dû voir au premier visionnage, et peut-être que je dois redonner sa chance au film. Pendant longtemps, je me suis dit que Dune, ça allait être mon film de l'année. Et en quelque sorte, j'aurais été un petit peu déçu, je pense, parce que il y avait cette fameuse dernière demi-heure dont je vous ai parlé qui... Je me dis, c'est pas un film parfait.
Et puis Belle est arrivé au moment où je m'y attendais le moins. Et ce film est parfait pour moi. Alors je vais pas essayer de vous le vendre, parce que quand je dis qu'il est parfait pour moi, c'est vraiment totalement subjectif. Dans Belle, il y a absolument tout ce que j'aime, au niveau de l'animation, des chansons, des thèmes abordés. Ce film est fait pour moi. Je suis un fan déjà de base de Mamoru Hosoda, mais surtout de ses premiers films, de La Traversée du Temps et de Summer Wars. C'est pour ça que je m'attendais à voir un bon film, mais je m'attendais pas à prendre cette claque-là. Et qu'est-ce que j'aime quand les artistes japonais reprennent les contes occidentaux pour les mettre à leur sauce. Enfin, j'avais adoré Le Roi des Ronces, et là c'est magnifique. J'ai rien d'autre plus à dire. Belle, c'est mon film de l'année 2021. Godzilla vs King Kong, c'est l'achèvement d'une série de films qui a commencé avec King Kong Skull Island et Godzilla, 2 films très moyens, pour être gentil, suivi de Godzilla 2 Roi des monstres. Un film que j'ai adoré, parce qu'il y avait des combats de monstres qui n'avaient pas été aussi bien filmés depuis Pacific Rim, auquel on ajoutait vraiment ce côté divin protecteur à tous les monstres, que ce soit Godzilla, Mothra, etc. Et en plus, les humains, dans ce film-là, on arrivait à compatir, à s'identifier avec eux, et tout ce mélange faisait vraiment un excellent film. Donc, quand Godzilla vs King Kong commence par King Kong qui se réveille dans sa forêt avec une petite musique douce qui commence, qui se gratte le cul et prend sa douche sous une cascade, suivi de l'adolescente du 2e film Godzilla qui est devenue une espèce de complotiste qui suit un gars chelou qui enquête sur une espèce de société qui va s'avérer démoniaque, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et en fait, à un moment, parmi tous les trucs invraisemblables qu'il y avait, il y en a un qui m'a fait tilter. Je me suis rendu compte qu'ils avaient laissé totalement tomber le côté spectaculaire tout en essayant de donner du réalisme, du poids au monstre, justement, très important ça, le poids donné au monstre, pour faire une espèce de truc fun et décomplexé. Clairement, déjà, quand on s'aperçoit que King Kong fait la même taille que Godzilla, bon, c'est pas logique, mais pourquoi pas, mais que d'un côté, Godzilla, quand il effleure un bateau, il explose, alors que King Kong peut sauter de bateau en bateau sans que les gars dessus n'aient rien du tout. Enfin voilà, vous laissez tomber toute la logique sur ce film, c'est assez incroyable. Alors oui, une fois qu'on rentre dans le bon état d'esprit, ok, c'est fun, il y a des monstres qui se battent de partout, mais il y avait moyen de faire tellement mieux, putain les gars, comment vous pouvez passer de Godzilla Roi des monstres, qui a une claque absolument incroyable, à juste faire une espèce de film où on dirait que c'est des ados qui ont fait le scénar, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. Et on finit l'année avec une bonne surprise, Kingsman première mission. Alors bonne surprise parce que effectivement, j'en attendais pas grand chose. J'avais bien aimé le premier, malgré un humour un peu douteux on va dire. Mais par contre le deuxième, pour moi, c'était juste une espèce de foutoir vraiment bordélique pour le coup. Je l'ai vite oublié ce film. Mais là, ce coup-ci, justement, on va retrouver de la justesse, de l'équilibre. Je trouve que c'était vraiment casse-gueule de faire un film sur la Première Guerre mondiale, comme à peu près tous. Wonder Woman aussi a réussi à trouver ce truc-là, d'une façon différente. Ici, réussir à faire un film fun et décomplexé, justement, un film de spectacle, un film de divertissement, tout en gardant suffisamment de sérieux, de recul, de respect, par rapport à cette période extrêmement meurtrière, j'ai été impressionné, je trouve vraiment que c'est un tour de force. Voilà, Matthew Vaughn n'a pas choisi la facilité et il a réussi à nous sortir un nouveau très bon divertissement. Et voilà, il est temps de conclure cette vidéo, je vous laisse le classement, mes films préférés de l'année et ce que j'ai vu de pire cette année. Vous avez pu voir tout au long de la vidéo que voilà, j'ai pas forcément le vocabulaire pour vraiment bien expliquer tout ce que j'aime, etc. Mais bon, de toute façon, ça aurait fait une vidéo ultra longue sinon. Mais voilà, j'avais juste envie d'en parler un peu. J'aime aller voir des films, même si je sais pas expliquer pourquoi. Et j'avais envie de le partager, donc voilà, n'hésitez pas à faire la même chose. Je vous dis à la prochaine. Ciao!